Donc, première question, vous venez d'évoquer l'idée d'un cycle de médiation, donc le cycle qui a des étapes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces étapes et faire le rapport avec la capitalisation? Est-ce qu'il faut que toutes les étapes soient passées pour qu'il y ait capitalisation? C'est extrêmement exigeant de mettre en forme sa propre expérience. C'est-à-dire, la première étape qui est comment est-ce qu'on transforme un vécu en une connaissance transmissible est en soi un processus de capitalisation individuelle extrêmement exigeant. Alors, moi, j'ai proposé souvent un truc, parce que ça marchait assez bien, mais on n'a pas toujours les conditions pour le faire, c'était un jeu à 3. L'expérience prouve que la plupart des acteurs, quand on leur dit « est-ce que tu peux rédiger une fiche de cas à partir de ton expérience ?» « Oui, bien sûr, pas de problème. » Et c'est mauvais. Presque toujours mauvais. Soit totalement banal, soit alors, subitement, la personne écrivant s'est pris pour un chercheur, donc a voulu écrire comme un chercheur, et comme il en maîtrise mal les concepts, c'est à la fois mauvais et ennuyeux. Ou alors c'est totalement circonstanciel, bah, c'est une petite histoire, oui d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que le voisin en face de tes petites histoires, que tu as rencontré monsieur machin tel jour, et puis madame machin tel jour. Or on s'est aperçu que les mêmes qui sont emmerdants quand ils prennent la plume, sont passionnants quand ils la racontent leur histoire. Parce que dans la narration, on dépasse le surmoi de l'école, on n'est pas le blocage de l'écrit, et voilà, et on synthétise beaucoup mieux. Et donc, on avait dit, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a voilà, vous mettez à 3, il y en a un qui raconte son histoire, puis l'autre la note. Et la note avec empathie, exigence, mais empathie. Et alors, après, on dit, bon, et le troisième qui n'a pas participé à ça et qui lit. Alors, en général, cet autre, il dit, c'est complètement inintéressant, votre truc. Alors, les deux autres se vexent. Ils disent, mais si, il y a ça, il y a ça, il y a ça. À ce moment-là, on dit, bah, pourquoi c'est pas ça que tu as écrit? Donc, si vous voulez, en soi, c'est un petit bijou, une belle fiche de cas. Or, c'est le préalable, c'est la première étape. Quand on dit échange d'expérience, il faut mettre en forme l'expérience. Donc, j'insiste sur le côté non banal de la mise en forme, de dire, bah oui, tu fais une fiche de 2 pages, et puis on identifie. Ça, c'est la première étape, c'est dans notre dessin. Alors, ensuite, il y a la deuxième étape du cycle de médiation, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est l'idée que précisément parce que ça s'est passé dans des contextes très divers, on va pouvoir identifier ce qui est de l'ordre du structurel, du commun, de ce qui est de l'ordre circonstanciel, propre à chaque contexte. Et donc on va pouvoir tirer des leçons générales d'histoire toute particulière. C'est un stade majeur, si on veut contribuer à conceptualiser. Ça peut être, par exemple, l'exercice qu'a fait tout le réseau Énergie-Cité, se dire tout ce réseau de centaines de villes, ils ont chacun leur expérience de transition énergétique. Est-ce qu'on est capable d'identifier les points durs, les vraies difficultés, celles qui reviennent tout le temps? Parce que c'est ça la vraie connaissance, si vous voulez. Dans une autre vie, j'ai été secrétaire général d'un grand groupe industriel, j'avais un conseiller en management qui avait une formule que je trouvais extrêmement juste. Il disait, quand une organisation a listé ses 20 problèmes, elle n'a rien fait, quand elle a identifié ses 4 problèmes principaux, elle a fait 80% d'une stratégie. Je crois que c'est profondément juste. Ce qu'on retire comme leçon majeure de l'action, c'est où sont les points durs, où il faut changer au niveau du système de pensée, où il faut changer du système réglementaire, où il faut changer des pratiques, etc., etc. Or, précisément, plus les réalités sont diverses, et plus leur confrontation et l'identification de questions communes va avoir de valeur. Si on comparait des histoires strictement comparables, on a envie de dire, on duplique, on n'apprend rien de cette confrontation. Quand vous êtes confronté, je ne sais pas quoi, au défi de la transformation du système éducatif,
dans des contextes sociopolitiques complètement différents. Si vous tombez sur les mêmes questions, alors là, vous avez vraiment produit la connaissance. Et donc, il y a une étape absolument majeure qui est ce qu'on appelle l'identification des principes directeurs communs. C'est vraiment le produit intellectuel fort de la capitalisation d'expérience. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes pour ça? La réponse est oui. Et on pourra mettre à votre disposition les outils pour ceux qui sont intéressés. Il faut voir d'abord que, comme pour le cycle de médiation lui-même, il y a des fois où on peut s'en passer. On n'a pas attendu les méthodes qu'on a développées pour dégager des leçons communes. Bien souvent, si vous voulez, dans des petits groupes, la méthode, c'est le papier et le crayon, c'est-à-dire quelqu'un qui est affûté, qui écoute, qui repère les points communs dans ce qui se dit et qui restitue tout simplement à l'auditoire, voilà ce que j'ai compris, est-ce que c'est bien ça, etc. Donc, à ce moment-là, ça suffit. Quand on est dans des groupes plus larges, et notamment dans des groupes multi-ateliers, et quand on veut être capable de dégager ensemble des conclusions en temps réel, là, il faut des méthodes. Alors, la troisième étape, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Bon. Dans ce genre de processus, les participants au processus de capitalisation en tirent eux-mêmes leurs bénéfices. Donc, la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on dissémine au-delà? En d'autres termes, à quelles conditions des gens qui n'ont pas participé à la production collective de connaissances peuvent en faire leur miel, peuvent en tirer les leçons. Et donc ça suppose, c'est la partie sud-ouest et sud, ça suppose effectivement de produire des outils de diffusion. Et à ce moment-là, une des méthodes idéales pour moi, mais pas toujours facile à atteindre, c'est de combiner, comme ça a été fait par exemple avec la partenaire du CIEDEL au Pérou, de l'apport de connaissances à distance, un peu sous forme de mots classiques, et un travail interactif qui amène les participants à confronter à leur propre pratique. Parce que c'est en confrontant à votre propre pratique que vous reconnaissez, d'une certaine manière, la valeur de ces principes directeurs. Moi, j'ai fait l'expérience, souvent, si vous voulez, le premier processus qu'on ait conduit de ce type, c'était à la fin des années 80. C'est ce qu'on a appelé la déclaration de Caracas. C'était une rencontre à Caracas, une rencontre internationale, où la question que nous étions posée, c'était mais comment il se fait que les politiques publiques vis-à-vis des quartiers populaires foirent aussi systématiquement? Et donc on a essayé de comprendre les causes de l'échec, et on s'était aperçu extrêmement vite que les causes de l'échec étaient les mêmes dans des contextes aussi différents que la France, l'Indonésie, le Cameroun, ou le Brésil, ou le Venezuela. Et donc on avait rédigé à l'époque ce qu'on appelle la déclaration de Caracas, qui énonce justement un certain nombre de principes directeurs. Et après, moi j'ai beaucoup utilisé cette déclaration après dans la réflexion, y compris en France, sur la politique de la ville. Ce qui est très émouvant d'une certaine manière, c'est à la fois les gens s'y reconnaissent et en même temps se sentent en incapacité d'agir dessus. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les principes directeurs qu'on dégage de la capitalisation sont des principes extrêmement simples à énoncer, mais qui supposent des véritables révolutions culturelles. Le premier principe de Caracas, c'était effectivement l'aptitude des institutions publiques à reconnaître l'existence de dynamiques dans ces quartiers, dynamiques qui sont la plupart du temps informelles. La plupart des institutions publiques ne sont capables de reconnaître que des ONG dûment déclarées, réduisent la société civile à
les ONG dûment déclaré. Le deuxième principe, c'était il faut que la puissance publique soit capable d'avoir une représentation unique et pas, comme on l'a dans les systèmes de la politique de la ville en France, 25 acteurs qui sont là, chacun avec son petit domaine sectoriel, etc. Considérer qu'il faut un interlocuteur unique par rapport à des quartiers, mais c'est une totale révolution institutionnelle pour une organisation publique française. Si vous voulez. La nécessité de combiner des financements des gens eux-mêmes et venant du public, c'est une révolution. Donc, ce qui est très fort dans ces choses-là, on l'a fait aussi pour les principes, pour les services de base en Afrique, avec Africité, on avait animé le processus à Yaoundé. C'est des principes qui à chaque fois sont simples, en assez petit nombre, mais dont chacun comporte une révolution culturelle. Voilà, c'est ça la force. Et donc, à travers la diffusion d'outils pédagogiques, l'idée est de transmettre ce qu'on a appris collectivement, et en même temps de revenir à l'interaction avec ce que les gens vivent eux-mêmes dans le quotidien. Et effectivement, dans cette étape, ce que j'ai appelé la classe relationnelle, donc la capacité à se représenter de quoi on parle, puisque je l'ai rappelé dès le début, la capitalisation de l'expérience n'enferme pas dans un champ a priori. C'est pas parce qu'on parle d'une capitalisation sur la mobilité qu'on ne va pas en réalité parler de la gouvernance à multiniveau, ou parler de l'éducation, etc. Le champ est forcément ouvert, et donc un des produits aussi, c'est au fond les liens entre les questions dont on parle. Il faut que la capitalisation d'expérience produise à la fois une compréhension de quels sont les points durs, parce que c'est ça qui est la force pour l'action future, sur quoi il faut qu'on agisse absolument, et puis une compréhension beaucoup plus riche des liens entre les questions. Et donc ça renvoie à la formation continue, et le retour après, c'est la partie S, c'est en général ça débouche, mais il y a du coup de nouvelles questions qui se posent, et une nouvelle étape de réflexion qui s'ouvre, tout simplement parce qu'un processus apprenant n'est jamais fini. Mais en identifier les différentes étapes, c'est aussi se donner les moments et les méthodes pour chacune de ces étapes.